Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Retrouvez Dr M avec Masservie. Masservie, assurance vie, voyage, santé. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'émission Dr M, une émission santé et bien-être. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Dr Emira Bennassar, physiologiste nutritionniste, pour nous parler de la prévention du cancer du sein par l'alimentation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie pour l'invitation, justement. En fait, voilà, on va commencer par directement aller à l'essentiel, on va dire. Comment vous pouvez expliquer que le simple fait de changer d'habitude alimentaire puisse prévenir l'apparition du cancer du sein? Déjà, il faut savoir que l'alimentation, notre alimentation a énormément changé. Au courant de ces dernières années, on a modifié notre alimentation plus qu'au courant de milliers d'années. Ça veut dire que l'impact, il va être énorme sur notre santé. Automatiquement, ça va jouer sur l'apparition des maladies ou bien le contraire, peut-être même la disparition de certaines maladies. Donc si on se réfère aux dernières données qu'on a par rapport au cancer, et plus particulièrement peut-être au cancer du sein, mais en généralité, il faut savoir que il y a des facteurs qu'on peut contrôler et des facteurs qu'on ne peut pas contrôler. Beaucoup de cancers sont d'origine génétique. Là, on peut absolument rien faire, ou tout du moins, c'est ce qu'on pensait. Mais maintenant, on sait aussi qu'il y a des facteurs externes qui peuvent jouer sur les gènes. Et donc, à ce moment-là, oui, ça peut être génétique, mais les facteurs externes dans l'alimentation peuvent aussi influencer l'apparition ou bien l'expression de certains gènes. 70% des cancers peuvent avoir une origine externe. Par rapport à, donc ça peut être l'alimentation, le stress, le tabac ou tout simplement un mode de vie qui n'est pas sain. Et 30%, maintenant on reconnaît qu'il y a 30% de la totalité des cancers qui sont dus à la mauvaise alimentation. Donc c'est un chiffre énorme qui prouve encore une fois l'impact de la nutrition, saine ou moins saine. Voilà. Mais quand vous dites saine ou malsaine, c'est-à-dire que vous parlez de la junk food ou bien... Voilà, dans les médias ou bien les médecins, ils nous disent mieux vaut éviter trop sucré, trop salé, trop gras, par exemple. Oui. Mais est-ce que, par exemple, certains aliments sont contre-indiqués en cas de prédisposition génétique? Oui, alors là, on va parler de l'alimentation, ce qu'on appelle nous l'alimentation pro-cancer ou bien l'alimentation anti-cancer. Donc on a vraiment les deux qui existent. Je peux déjà par rapport à tout ce qui est pro-cancer, il y aura énormément d'aliments qui ont été introduits dans notre alimentation récemment. Quand je dis récemment, ça veut dire peut-être les 50 ou les 60 dernières années, dont le fameux sucre blanc qui n'existait pas avant et que maintenant c'est vraiment les gens le considèrent comme un aliment à part entière, alors que ce n'est pas un aliment. Et cet apport de sucre qui est vraiment draconien, c'est-à-dire vraiment on a vraiment un contrôle qui est énorme, c'est-à-dire on ne fait pas attention à ce qu'on mange par rapport aux quantités de sucre. Et donc, là, le sucre va avoir un impact direct sur l'apparition de certains cancers. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites d'ailleurs sur ce sujet. Et il y a même des revues maintenant qui sont spécialisées sur ça. Par exemple, vous avez une revue qui s'appelle Nutrition et Cancer. Le titre, il en dit long. C'est-à-dire, vraiment, ils ont vraiment compris que l'impact de l'alimentation sur la prévention de la maladie. Et même, il paraît que la farine blanche, aussi la surconsommation de farine blanche, se transforme en glucides dans l'organisme. Donc, c'est exactement comme si c'était du sucre. En fait, c'est du sucre. On va dire que c'est du sucre non identifié par nos papilles gustatives. Mais en fait, c'est de l'amidon. Donc, automatiquement, ça deviendra du sucre. Donc, quelqu'un qui dirait, par exemple, on les voit souvent en consultation, ils nous disent « Non, mais moi, je ne mange pas de sucre. »
rien du tout. Oui. Et donc ça veut dire qu'il a arrêté le sucre blanc. Mais si on va voir par exemple sa consommation de pain blanc, là on va voir que c'est énorme. Alors qu'un pain blanc, peut-être une baguette peut aller jusqu'à l'équivalent de 25 morceaux de sucre. Donc vous imaginez si vous mangez 25 morceaux de sucre chaque jour, Oui, et sachant qu'il y a des gens qui mangent plus d'une baguette, parce qu'après ça devient addictif, on a cette addiction au sucre qui est aussi une maladie. Attention, maintenant on considère que c'est une pathologie, l'addiction au sucre. Et donc que ce soit au sucre ou à la farine blanche, c'est la même famille, ça reviendra à être addict au sucre. Oui. Si je ne me trompe pas, vous avez déjà parlé que le sucre blanc était beaucoup plus addictif que les drogues. Que la cocaïne. Oui. Alors selon les études, c'est 4 à 7 fois plus addictif que la cocaïne, qui est une drogue dure. Hein. C'est oui, même pas, c'est pas du cannabis. Du cannabis ou bien des... Voilà, c'est vraiment, on est en train de parler d'une drogue dure. Oui. Donc ça veut dire aussi que les gens qui doivent se désintoxiquer du sucre, ça peut être aussi douloureux, aussi pénible que ceux qui doivent se désintoxiquer de la drogue. Donc on ne prend pas ça à la légère. En tant que nutritionniste, on fait très attention quand on voit quelqu'un qui est addict, et vraiment on y va doucement. Et surtout, d'autant plus s'il y a un risque, par exemple dans la famille, s'il y a des cancers ou s'il y a des maladies métaboliques, on va faire encore plus attention. Parce que si on va le priver d'un coup de cette drogue, automatiquement il y aura un effet derrière, c'est-à-dire aller manger en cachette, prendre des sucres cachés, et on va déclencher quelque chose qu'on a voulu éviter en fait. Et quelles sont les alternatives par exemple? Comme dans le cadre des cancers ou des maladies, on nous dit qu'il ne faut pas manger de sucre, mais bon, voilà, notre palais s'y est habitué. Quelles sont, par exemple, les alternatives? En fait, ce n'est pas ne pas manger de sucre. En fait, c'est ça. À force de dire aux gens ne pas manger la chose, moi, personnellement, si on me dit ne mange pas quelque chose, c'est là où j'aurais envie de la manger. Voilà, on a cet esprit un petit peu. Oui, mais de toute façon, le cerveau ne connaît pas la négation. Donc, dès qu'on dit ne fais pas, il le fait. Voilà. Donc, en plus, je pense que chez nous, c'est un peu aussi. Voilà, c'est un peu spécial. Et donc, en fait, il faut, au lieu de dire je ne mange pas de sucre, je dis je modifie le sucre que je mange. C'est-à-dire qu'il y a du sucre dans la nature. On a aussi bien le sucre des fruits, le fructose, donc, mais pas en sachet de fructose. Je parle bien du sucre des fruits, c'est-à-dire prendre un fruit et extraire le sucre, soit en faisant peut-être une confiture ou bien une compote, ou là, il y a des façons, ou bien utiliser le fruit en lui-même. On peut aussi, il y a des sirops, des mélasses qui se vendent, qui sont extraits de fruits qu'on peut utiliser dans notre alimentation, mais bien sûr, c'est pas parce que c'est un sucre naturel qu'on va en abuser. Donc il faut toujours rester dans la quantité, parce que des fois on se dit c'est naturel, je prends autant que je veux. Il y a le fameux miel, bien sûr. Vous avez aussi d'autres sirops qui commencent à être disponibles sur le marché, comme le sirop d'agave, le sirop d'érable. Ça, ce sont des sucres naturels. Vous avez aussi d'autres qui sont pas des sucres, mais qui ont le goût sucré, comme la stevia. C'est une plante, donc c'est encore une fois naturel. Et donc, on peut très bien utiliser la stevia. Dans notre pays, on a la chance d'avoir des fruits, des dattes aussi. Donc, on peut utiliser ça comme étant un sucre. C'est très facile à faire. On peut l'utiliser dans des recettes, on peut l'utiliser dans son quotidien. Et après, on se réhabitue au vrai goût sucré, non pas ce goût-là artificiellement finalement. Effectivement. J'ai vu que vous aviez partagé sur votre page Facebook une recette de gâteau à base de poudre de dattes. C'est excellent finalement. On trouve des alternatives. Il suffit juste de le vouloir. Il faut toujours, ça ne veut pas dire qu'on s'interdit de manger du sucre rapide, d'accord? De temps en temps, ça ne va pas nous faire du mal. Moi, je parle de la chose qui se répète. Les gens qui mangent tous les jours du sucre rapide, et si on analyse leur alimentation, des fois, ils s'en aperçoivent même pas. On reçoit des gens qui mettent du 5 à 6 cuillères à café dans le café, et ça, ils savent qu'ils prennent du sucre. Mais après, quand vous avez des gens qui mangent des choses, ils ne savent pas que c'est sucré, et ils vous disent non, mais moi, je ne mange pas de sucre. Donc là, il faut déjà connaître l'ennemi, on va dire. Complètement. Voilà. Cerner l'ennemi, exactement. Et donc voilà, dans le cadre du cancer du sein, donc mieux vaut éviter le sucre. Le sucre rapide, ou en tout cas ce qu'on appelle le sucre blanc, est un je ne peux même pas dire que c'est un nutriment, mais disons que c'est un des facteurs pro-inflammatoires. Ça veut dire que ça favorise vraiment l'apparition des cancers, et même si quand on est prédisposé, ça accélère, même si on n'est pas prédisposé. On peut, ça s'explique parce qu'il y a le côté incidence de ce qu'on appelle l'IGF, qui est une hormone, on peut dire ça comme ça, qui est l'insuline growth factor, et donc ça dépend, ça marche avec l'insuline, comme son nom l'indique. Et l'insuline étant attachée directement au métabolisme glucidique, au sucre, donc voilà, trop de sucre égale trop d'IGF égale favorisation de l'apparition de certaines maladies, dont les cancers et du sein spécialement. Voilà. Très bien. Pouvez-vous nous donner quelques
quelques aliments anti-cancer. Fruits et légumes. Bon, on va parler de famille. Parce que si on doit le détailler, il y a beaucoup de choses, heureusement, qui sont justement anti et même très protecteurs. Donc, je vais commencer d'abord par la base qui est les légumes. Alors, les légumes, il y a des études qui ont été faites, bien sûr, et on a montré, c'était des méta-analyses, donc c'est parti sur plusieurs années, et vraiment, on parle de milliers de femmes. Hein. Je ne parle pas d'une étude sur 10 femmes, on parle d'études qui ont été faites sur plusieurs années. Et en fait, on a montré que les grandes consommatrices de légumes, surtout celles qui consommaient les légumes de façon différente, c'est-à-dire pas que du à la vapeur, du cru, enfin vraiment varié, c'est-à-dire des fois je fais un jowaz, des fois je fais dans un tagine, des fois je vais le faire dans un cru à la vapeur, enfin de différentes façons. Et ben ça pouvait diminuer jusqu'à 60% le risque de développer des cancers. Donc je pense que là, on va sur les légumes. C'est impressionnant. Bien sûr, il y aura le côté pesticides, qui est un des facteurs. Voilà. Et là, à ce moment-là, donc, il faudra songer juste à bien nettoyer ces légumes au maximum pour enlever le maximum de choses. Si on pouvait avoir du bio, c'est normal que ce serait vraiment le top. Mais maintenant, est-ce que c'est disponible en Algérie? Ceux qui ont la chance de l'avoir, foncez sur le bio. Maintenant, ceux qui n'ont pas la chance de l'avoir, on passe à la méthode qu'on utilise nous en ville, c'est-à-dire dans de l'eau avec du bicarbonate, de soude, et on laisse ça tremper, on va dire, jusqu'à 30 minutes. On nettoie bien après. S'il y a lieu d'éplucher, on épluche vraiment très finement. On essaie de garder le maximum. Voilà, on ne va pas utiliser des économes trop épais. Et là, on essaie d'avoir le maximum de légumes dans notre alimentation. Donc, la famille des légumes, c'est connu. Par exemple, les crucifères. Donc, si je prends le chou, les brocolis, oui, il y en a, c'est disponible en Algérie. Par exemple, ça contient une molécule qui est vraiment très protectrice. Et cette molécule-là, elle se déclenche, si vous voulez, elle fait son action une fois que l'aliment est transformé physiquement. Ça veut dire où il est broyé, où il est haché, où il est mastiqué. Oui. Donc, si on va le manger et qu'on ne le mastique pas, on ne déclenche pas l'effet protecteur de l'aliment. Donc, encore il faut revenir à la mastication qui va être un bon facteur. Donc, ça, c'est pour prouver encore que les légumes, ça reste un allié, d'autant plus qu'ils contiennent des fibres. Et les fibres aussi ont montré leur efficacité dans la prévention des cancers du sein et des cancers en général, mais aussi par rapport au cancer du sein, les fibres ont montré vraiment, vraiment une grande efficacité. Donc, il faut prendre les légumes verts. Après, on peut parler aussi des fruits rouges. Donc, les fruits rouges. Donc là, je parlerai quand c'est disponible. Donc, il y a la fraise, il y a la cerise, il y a tout ce qui va être les petits fruits. Donc, quand on a la chance d'en avoir, il faut en profiter. Ces petits fruits-là, et je vais classer, exceptionnellement, je vais dire aussi la grenade, parce que je vais la faire rentrer un petit peu avec les fruits rouges. Et là, ce sont des fruits qui contiennent donc des composants, des nutriments extraordinaire, mais vraiment extraordinaire. Si je prends l'exemple de la grenade, donc Rman, franchement, c'est un des fruits les plus protecteurs qui puissent exister par rapport au cancer. Ça a été démontré, ça fait longtemps pour le cancer de la prostate et récemment pour les autres types de cancers. Donc ça va aller vers la protection, augmentation donc, de notre pouvoir antioxydant, et ça va vraiment aider. Par contre, il faut manger aussi un petit peu la partie blanche qu'il y a dans le fruit. Donc, elle est un petit peu amère. Oui, voilà. Amère. Donc, on n'en met pas beaucoup. Mais si on fait un jus, par exemple, on utilise ça aussi. Oui. Et franchement, là, vous avez un bon cocktail d'armes contre le cancer, si on peut dire ça comme ça. Et troisième chose, si on peut donner une troisième famille, ça sera les huiles. Alors là, les huiles peuvent être très protectrices ou très mauvaises. Tout dépend de comment on va les utiliser. Mais là, je vous parlerai, moi, des huiles, de deux types d'huiles. On a l'huile d'olive, donc qu'on a la chance d'avoir, d'accord. Et ça, c'est top. Et donc, c'est les acides gras monoinsaturés. Ça a été prouvé. Pour le cancer du sein, c'est une arme redoutable. Ça me rassure. Voilà. Sauf qu'il ne faut pas en abuser parce qu'après, ça va dans vos hanches et vous ne serez pas contents. Oui, d'accord. Voilà. Et donc, c'est ça. Il y a donc l'huile d'olive qui est bonne à incorporer. Ça va dans le régime méditerranéen, en fait. Hein. Donc, le régime méditerranéen en lui-même est un protecteur. Donc, ces légumes, voilà, comme je disais, oméga 3.
Donc j'ai parlé des huiles monoinsaturées, maintenant je parle des oméga 3. Les oméga 3 qu'on va retrouver, c'est vrai, dans le poisson, dans des choses comme les noix et tout ça, mais peut-être pas accessible pour tout le monde. Là, on peut faire des cures en externe, c'est-à-dire ça se vend en gélule également. Et les oméga 3, c'est vraiment des molécules anti-inflammatoires par excellence. Et qui dit anti-inflammatoire, automatiquement dira réduction des effets inflammatoires qui peuvent engendrer à la longue des maladies, dans le cancer. Donc voilà, je pense que je vous ai donné 3 familles. Voilà, j'ai triché un peu, je n'ai pas donné 3 aliments, mais 3 familles d'aliments. Et le lait dans tout ça? Ah, la grande question. La grande question. Et le lait dans tout ça? La grande question du lait. Par rapport au cancer? Oui. Alors, par rapport au cancer, il y a eu des études qui étaient un peu contradictoires. Il y a des études qui ont dit que ça pouvait protéger, qu'il y avait un effet protecteur et tout. Mais après, ça s'était vraiment fait avec certains types de lait. Et les études ne prenaient pas en considération forcément justement la quantité consommée et le type de lait. Mais les dernières études, en tout cas moi, de mon point de vue, le lait n'est pas franchement un ami de la santé quand je parle du lait de vache. Et je parle du lait qui est en UHT, donc ultra haute température. Maintenant, si vous avez la chance d'avoir du lait pasteurisé, si vous avez la chance d'avoir du lait de chèvre, si vous voulez manger des fromages qui sont à base de lait de brebis ou de lait de chèvre qui sont disponibles, là je parle vraiment de choses disponibles, d'accord, oui. ou bien du lait, ou bien un fromage qui est fait à base de lait pasteurisé, comme le camembert par exemple, il est pasteurisé. Si je donne l'exemple du camembert ou d'autres fromages, à ce moment-là, il y a un effet qui va être, je ne vais pas dire protecteur, mais en tout cas, il ne va pas être mauvais pour la santé. Il ne va pas être, voilà. Par contre, pour d'autres types de cancers, le lien cause à effet est en passe d'être démontré. Si je parle du cancer, par exemple, de la prostate, les plus gros consommateurs de lait, c'est les pays où il y a le plus de consommateurs de lait, c'est là où il y a le plus de cancer de la prostate. Donc, le lien cause à effet. Après, vous vous doutez bien que ce n'est pas évident de démontrer tout ça quand on sait que le lait fait partie des habitudes. Mais pourquoi le lait? Qu'est-ce que le lait contient qui fait qui pourrait être contre-indiqué dans le cas de certains cancers? En fait, le lait contient des hormones. Comme n'importe quel lait d'un mammifère, même l'être humain, d'accord, il va contenir des hormones. Le but du lait, c'est quoi? C'est l'aliment pour faire grandir un enfant ou donc quand je parle du lait maternel, faire grandir l'enfant, ou bien donc le petit veau, ou bien la petite voilà. Donc on va dire c'est un concentré d'hormones. Bon, bien sûr, il est très riche en vitamines, en plein de choses nutritives, mais très riche en hormones de croissance, ce qu'on appelle les hormones de croissance. Donc jusque là tout va bien. Tant que vous prenez le lait quand vous êtes un enfant et que vous prenez le lait qui vous est destiné, d'accord? Je suis être humain, je prends le lait de ma mère, c'est bon. Mais je suis être humain, je prends le lait de la vache ou je prends le lait de la chèvre. Tant que je suis peut-être un bébé, c'est une chose, mais une fois que je suis adulte, je ne vois pas l'intérêt. Je ne vais pas continuer de grandir ou autre chose. Oui. D'accord. Sauf que ces hormones-là, elles vont bien aller quelque part. Et quand on est adulte, elles vont aller stimuler des cellules qui ne sont pas censées grandir. Et au lieu de leur donner l'ordre de grandir, de prendre la taille ou prendre du poids ou tout ça, elles vont leur donner l'ordre d'agir différemment de ce qu'elles sont programmées. Et après, on se retrouve avec des cellules qui commencent à grandir. Et ça, c'est une parmi les définitions de l'apparition des cancers. Ça veut dire que je vais stimuler des choses qui ne doivent pas être stimulées. Donc, ça peut faire des tumeurs, ça peut faire d'autres choses. Donc ça, c'est les hormones naturelles du lait de vache. Donc, oui, sachant que parler le lait de vache, oui, contient 3 grandes hormones. 3 hormones. Vous imaginez un veau, combien il prend de poids la première année de sa vie? Donc oui, ça a intérêt à être bien concentré. C'est énorme ce qu'il prend. Et ces hormones-là vont lui servir à lui. Sauf nous, on n'est pas des veaux. Donc, bien sûr. Voilà, donc à un moment donné, le lait est nutritif, oui. Prendre des petites quantités, c'est une chose. Mais quand on nous apprend qu'il faut en prendre 3 fois par jour des produits laitiers, ou on nous apprend aussi que le lait, si vous ne le prenez pas le matin, vous n'êtes pas complètement normal. Alors que c'est sucré quand même le lait. En plus, il y a du lactose. Donc, à un moment donné, il faut se poser la question. Oui, effectivement. Voilà. Maintenant, nous, en tant que nutritionnistes, on essaye de mettre en œuvre des choses pour expliquer. Maintenant, on n'est pas contre le lait, mais si le lait était pasteurisé, je vous donne l'exemple. À l'époque, quand on prenait un lait de la vache, on allait le mettre sur le feu,
nrlé, ouais, et on le fait bouillir. Et tout simplement, ce qui va se passer, il y aura la petite, comment on appelle ça, Farara, voilà, la crème. Exactement. Oui. Et faites ça, vous allez trouver dedans les fameuses hormones de croissance qui sont un peu coagulées. Et qui sont, d'accord. Donc vous, ça fait, c'est normal, et vous buvez votre lait qui ne contient pas les hormones de croissance parce qu'ils ont été détruites par la chaleur de cet effet-là. Là, vous mettez en UHT, vous faites monter la température très vite, et vous la faites redescendre très vite, vous tuez tous les germes, toutes les bactéries, mais vous ne tuez pas. Et vous n'éliminez pas, les hormones de croissance. Et donc, les hormones de croissance resteront. Même si vous le faites bouillir après, ce n'est pas la peine, elles sont fixées. Et donc, vous allez boire des choses qui ne vous sont pas destinées. C'est ça le problème du lait, en fait. Donc, moi, je conseillerais d'éviter, ou alors de consommer ce dont je vous ai parlé. Il y a aussi les laits végétales. Voilà, justement. Le lait végétal, qui est vraiment... Une alternative, exactement, et qui est très bon. Voilà, complètement. Voilà. Il y a le lait d'amande. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu cher, il faut reconnaître. Oui, mais c'est pas pour tous les jours aussi. On peut varier. Voilà, exactement. Voilà, le lait d'amande, par exemple, c'est un concentré de calcium. Pour les gens qui ont peur par rapport au calcium, le lait d'amande est un vrai concentré de calcium. Donc, c'est une bonne alternative. Vous le faites à la maison, vous n'êtes pas obligé de l'acheter. Et est-ce que, par exemple, ça, c'est un aliment cancérigène, voilà. Est-ce qu'on peut considérer comme cancérigène? Là, je vous on ne sait pas encore. C'est très difficile quand c'est quelque chose où il y a des grandes entreprises derrière. Et, des lobbying. Voilà, c'est trop difficile de prouver quelque chose de cause à effet. Et encore une fois, on ne met pas comment dire, on remet pas en question. On remet pas en question, mais on n'accuse pas. Enfin, on parle pas de tous les laits. Bien sûr. Donc, on n'est pas en train de dire le lait est mauvais pour la santé. On est en train de parler d'un certain type de lait et d'une certaine préparation. Très, très pas tous les laits, parce que le lait restera un aliment. Il fera partie toujours du régime alimentaire. Bien sûr, on en a besoin. Exactement. Complètement. Exactement. Et donc, est-ce que vous pouvez nous donner quelques aliments cancérigènes à éviter? Alors là, déjà, on en a parlé, le sucre. Voilà. Automatiquement, ça c'est pas bon, ça c'est vraiment pas bon. En tout cas, si en plus une personne est prédisposée ou elle a eu des soucis, ou bien par exemple elle a un risque, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a le côté génétique. Donc si vous avez un côté génétique, n'allez pas provoquer en fait ces gènes, ne les déclenchez pas. Donc évitez tout ce qui est sucre rapide en tout cas. De toute façon, ça ne pourra que vous faire du bien. 2, il y a les viandes. Alors, les viandes rouges, par exemple, c'est un aliment cancérigène quand on dépasse une certaine dose. Quand on mange... alors, il y a encore une fois des études qui ont parlé de 500 grammes par semaine. Donc, vous avez un demi-kilo. Jusqu'à là, ça va. Vous avez une bonne dose de protéines. Mais au-delà, vous passez dans le risque. Là, trop de viande rouge peut être cancérigène, surtout si elle est grillée. Et surtout, voilà, si elle est cuite à outrance. Et surtout si elle est... alors là, si vous le faites dans un barbecue avec le fahm, c'est l'acrylamide, je crois. Exactement, vous allez avoir une bombe pour votre corps. Je dis encore une fois que c'est la répétition des choses qui fait c'est la dose qui fait le poison. Donc c'est pas parce que je fais une fois chouin, que je mange en famille, que je vais provoquer un cancer. Mais je parle des gens qui mangent ça parce que par exemple de Ramadan, là par exemple il y a des périodes, on voit les gens, c'est tous les jours, tous les soirs, c'est incroyable et c'est vraiment trop. La viande rouge est un aliment cancérigène, c'est prouvé maintenant. Vous avez aussi les graisses, les mauvaises graisses. Je dis pas les graisses saturées, c'est cancérigène, je dis l'abus des graisses saturées. Les graisses saturées, c'est tout simplement les graisses que vous allez trouver dans cette viande-là, les graisses que vous allez trouver dans certains aliments, tout ce qui va être la graisse animale, c'est de la graisse saturée. Et la graisse saturée, elle est nécessaire, mais à outrance, c'est pas bon. Et vous avez la fameuse, maintenant, c'est un peu à la mode, c'est les gras trans. Et les trans, c'est quoi? C'est ce qu'on va trouver dans la margarine, dans les huiles hydrogénées où on a injecté de l'eau. Et là, vous allez avoir vraiment un danger parce que les graisses trans sont vraiment pas bonnes pour la santé et sont cancérigènes. Et justement, des fois, on a tendance sur les emballages, on a tendance à lire huile végétale. Donc on se dit, c'est végétal, on est rassuré. Par exemple, smen, c'est végétal.
on a tendance à se dire, ah bon, ça va, c'est végétal. Mais finalement, non. C'est végétal, c'est une chose, Oui. mais c'est transformé. Voilà, c'est ça. L'huile d'olive pressée, non transformée, c'est une huile. L'huile de tournesol, vous prenez du tournesol, vous pressez, vous avez de l'huile, c'est une huile. Maintenant, vous la faites, vous la mettez sur le feu, vous la faites frire, mais à haute température. L'huile d'olive, par exemple, vous arrivez à une certaine température. Dès qu'elle commence à fumer, là, vous la jetez parce que vous la prenez, c'est cancérigène, mais c'est vraiment très, très, très mauvais. Donc oui, c'est végétal, mais je l'ai transformé. Ouais, donc c'est pas parce que c'est végétal que c'est inoffensif. Il faut que ça soit bien dans les bonnes conditions. Complètement. Voilà. Et est-ce que toutes les huiles à une haute température, il mieux vaut les jeter? Parce que c'est vrai qu'on a tendance, ceux qui font de la friture, ils ont tendance à utiliser la même huile. Donc finalement, toutes les huiles, elles sont dangereuses à partir d'un certain degré. En fait, les huiles, chaque huile, elle a ses propres propriétés physico-chimiques. Il y a des huiles qui ne vont pas du tout supporter la chaleur. Par exemple, vous prenez l'huile de colza. L'huile de colza, c'est une huile riche en oméga 3. Magnifique huile. Eh bien, l'huile de colza, ce n'est pas une huile à chauffer. C'est une huile à manger dans les crudités. Voilà. D'accord. Vous allez prendre l'huile de noix. L'huile de noix, c'est pareil. D'accord. Maintenant, vous allez prendre l'huile de pépin de raisin, c'est pareil. Ce sont des huiles très fragiles. Vous prenez maintenant l'huile de tournesol, ou bien l'huile de noix de coco, ou bien encore l'huile d'olive. Elles ont des températures un peu plus hautes. Okay. Donc vous pouvez, mais il ne faut pas que ça fume. C'est-à-dire dès que vous avez cette fumée qui sort, sachez que ça se transforme. Et c'est très mauvais. Voilà, exactement. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Donc voilà, on a dit par rapport aux aliments, donc les huiles, il faut éviter les huiles monosaturées, c'est ça? Alors il faut les prendre. Les monosaturées sont bonnes. Les monosaturées, les trans. Les trans, oui, voilà, à éviter. Il faut éviter trop de sucre. Oui. Il faut éviter les viandes rouges et les viandes blanches. Les viandes blanches, c'est un débat dans le sens où on a toujours cru que si on mangeait plus de viande blanche, c'est bon, il n'y a pas de souci. Ouais, c'est ça. Maintenant, c'est une question de protéines, c'est une question il ne faut pas abuser. Maintenant, il y a aussi la question de l'animal. Si l'animal il est traité avec des antibiotiques et des choses qui ne sont pas bonnes, et vous en mangez trop. Donc là, vous n'allez pas bénéficier vous allez manger quelque chose qui est peut-être nocif pour vous. Donc encore une fois, la dose. Donc les gens qui se rabattent sur le poulet tous les jours, c'est pas bon. Donc essayez toujours de varier. Une fois, je mange de la viande rouge. 2 fois ou 3 fois par semaine, je mange de la viande blanche, donc de la laine ou du poulet. Si je peux manger du poisson, c'est l'idéal, ce serait vraiment génial. Et j'essaie 1 fois par semaine de faire un repas végétarien, si on peut dire. C'est ça. Sans il y a les viande. légumineuses aussi, exactement, qui sont excellentes pour la santé. Exactement. On n'est pas obligé de manger de la viande tous les jours. Après, c'est vrai que c'est dur parce qu'il y a des familles où c'est impératif, mais que ce soit financièrement parlant ou dans la santé, ça nous fera un petit repos. Donc manger une journée de légumes, ça peut vous faire que du bien. Est-ce que vous nous conseillez du poulet fermier, par exemple? Franchement, si vous trouvez une ferme. Oui, parce que de temps en temps, voilà, il y a des petits commerçants comme ça où ils proposent des poulets fermiers. C'est beaucoup moins nocif, on va dire. C'est clair que si le poulet a été déjà, il a vu l'air. Il a vu l'air. Voilà, exactement. D'accord. Il n'a pas été en cage depuis qu'il est né. Il n'a pas été forcément comment dire, maltraité. Voilà, parce que c'est vraiment de la maltraitance. Même s'il a eu des antibiotiques, en fait, il y a un délai à respecter avant de l'égorger. Le problème qui se pose, c'est qu'en général, on ne respecte pas ce délai. Donc c'est ça aussi le problème. Moi, c'est un vétérinaire qui m'avait expliqué ça une fois. Il m'avait dit, c'est pas le souci de l'antibiotique, c'est plutôt le souci du temps qu'on doit laisser avant que l'antibiotique ne s'évacue du corps de l'animal. Nous, tout de suite, on l'égorge. Gagner du temps et gagner de l'argent. Voilà. Donc si vous avez la chance d'avoir un poulet fermier, et bien sûr, faut pas du tout hésiter. Faut pas hésiter, c'est clair. Voilà. Et le sport a-t-il un impact sur la prévention du cancer du sein? La pratique du sport? Oui. Là, c'est un grand oui. Ça a été vraiment prouvé que le sport aidait énormément. D'abord, il y aura le côté gestion du stress, parce que le stress est un des facteurs externes dont je vous ai parlé tout à l'heure qui peuvent déclencher le cancer du sein. Donc, le sport, c'est vraiment un allié. Maintenant, il faut faire le bon sport au bon moment, adapté à sa morphologie, adapté à son rythme de vie, adapté à ses besoins. Donc là, il faut toujours voir un professionnel qui va mieux vous conseiller. Pas juste aller dans une salle, vous abonner et faire le sport que vous voulez, de vous retrouver avec plutôt des soucis, des soucis, des déchirures, et ça va à des choses pas normales. Et après, vous abandonnez. Et après, il y aura... Ça va être...
ça va être mauvais et c'est pas le but. Le but, c'est de faire du sport. Le but, c'est de se donner. D'abord, on se déstresse. On va augmenter la production de certaines hormones qui sont des hormones protectrices et ce sont aussi des hormones qui font du bien. Oui, l'endorphine. Exactement. Et on va diminuer aussi les hormones comme le cortisol ou bien des hormones du stress. On va pouvoir mieux les gérer. Et franchement, il y a plein de disciplines qu'on peut faire. En plein air aussi, en pleine forêt, respirer. Exactement. Maintenant, franchement, c'est-à-dire que maintenant, je pense que vraiment, celui qui ne fait pas de sport, c'est vraiment une excuse. Oui. Même celui qui n'a pas le temps, il peut le faire. Il y a toujours Moi, je dis aux patients, une demi-heure, je ne vous demande pas 3 heures, je vous demande une demi-heure. Si vous faites déjà une demi-heure pas tous les jours, mais tous les 2 jours, voilà, 3 jours, voilà. C'est quelque chose. Oui. Et si on a encore une fois ce risque de développer un cancer du sein, alors à ce moment-là, le sport doit faire partie de nos priorités. Vraiment de nos priorités. Okay. Ouais. Avec l'alimentation, le sport, c'est vraiment indissociable. Indissociable. Et quand vous dites qu'il faut aller chez un spécialiste pour faire... C'est-à-dire, vous parlez d'un médecin, il faut aller chez un médecin? Non, je parle d'un coach ou de quelqu'un qui a fait... qualifié. Voilà, un coach qualifié. D'accord. Comme je dis toujours, la nutrition et le sport, il faut toujours s'adresser à des gens qui ont fait des études de nutrition et de sport. Parce que c'est vraiment eux qui peuvent mieux vous guider. Le médecin, il sera là pour nous donner par rapport nous donner des indications par rapport à la santé de la personne. Est-ce qu'elle peut faire, est-ce qu'elle ne peut pas faire, est-ce qu'il faut privilégier par rapport à ses analyses. Donc lui, son rôle, il est primordial. Il commence par le médecin, c'est normal. Après, le coach sportif donnera un programme personnalisé et adapté. Le coach nutritionnel donnera un programme personnalisé et adapté. À ce moment-là, on a vraiment la meilleure protection et la meilleure prise en charge. Complètement. Voilà. Donc, c'est très important. Très bien, très bien. Ouais. Alors, voilà. Là, vous avez donné d'excellentes astuces. Il y a dans l'alimentation, dans les fruits, il y a des oxydants, des antioxydants, pardon. Oui. Est-ce que c'est un mythe ou c'est une réalité? Parce que c'est vrai qu'on voit très souvent les antioxydants, il faut des antioxydants. Qu'est-ce que les antioxydants font à notre corps? Vraiment. Donc, ce n'est pas un mythe, pas du tout. D'accord. Les antioxydants, alors, pour un petit peu... les expliquer de manière simple, ce sont des molécules naturellement présentes dans notre alimentation. En tout cas, surtout, on va trouver la richesse en antioxydants, on va la retrouver dans les légumes et les fruits. Vraiment, c'est là où il y a le summum. Après, dans les autres aliments, vous allez en trouver les légumineuses ou bien encore tous les féculents ou bien même les protéines. Donc, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de notre alimentation. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous, dans notre corps, on a des réactions qui se passent, des réactions chimiques, et que ça peut être au niveau cellulaire, moléculaire. Enfin, vraiment, c'est vraiment du très, très fin. Et ces réactions vont engendrer des réactions oxydatives, tout simplement, comme une réaction oxydative. C'est comme la pomme, finalement, quand on l'ouvre, dès qu'elle est en contact avec l'air, elle s'oxyde. Parce que nous, on respire de l'oxygène et automatiquement, il y aura des phénomènes. Et donc, dans notre alimentation, on a la balance, c'est-à-dire on a les phénomènes oxydants et les phénomènes antioxydants. On a des molécules pro-oxydantes et des molécules antioxydantes, donc il y a un certain équilibre. Malheureusement, avec notre mode de vie, notre alimentation, le stress, plus tous les facteurs externes, la mauvaise qualité de sommeil, le manque d'exercice physique, la prise de poids, toutes ces choses-là vont favoriser les phénomènes pro-oxydatifs. Surtout si on ne mange pas. Alors là, si on ne mange pas les légumes et les fruits, on a les phénomènes antioxydants. Donc oui, les antioxydants sont très, très importants. C'est vraiment des protecteurs au niveau cellulaire, tissulaire, au niveau des organes, vraiment. Donc malheureusement, encore une fois, notre alimentation, des fois, n'est pas assez complète. Parfois, on est obligé d'ajouter ça. On est obligé de faire des supplémentations, certains antioxydants. Il y a des antioxydants très connus. Par exemple, si je vous dis la vitamine E, c'est une vitamine... Maintenant, les gens, ils vous savent, c'est une vitamine antioxydante. Mais bon, peut-être qu'ils ne savent pas forcément ce que ça veut dire, mais la vitamine E, c'est une vitamine très protectrice. La vitamine A, mais surtout la provitamine A, donc son précurseur, il est vraiment encore très antioxydant. Vous allez avoir d'autres oligo-éléments, par exemple le sélénium, le zinc, ça, c'est aussi des antioxydants. On n'a pas besoin de manger des kilos, c'est vraiment des grammes à des microgrammes par jour. Et on en a besoin. Parfois, on n'en a pas assez. Et si on n'en a pas assez, eh bien, il faut les apporter autrement par de la supplémentation. Donc oui, les antioxydants, c'est très, très important. Mais on peut les trouver dans l'alimentation.
Dans l'alimentation. Si on a une alimentation complète et adéquate. Par exemple, la grenade, il paraît qu'elle est très très riche. Oui, elle est riche en antioxydants. Je vous parlais tout à l'heure de ses effets bénéfiques, c'est par rapport notamment à sa richesse en antioxydants. Par exemple, vous avez les fameux polyphénols, ce sont des antioxydants qu'on retrouve dans le thé vert. Par exemple. Donc c'est parmi les aliments, ou en tout cas boissons, qui sont les plus riches en antioxydants. Mais si vous allez la faire cuire à haute température, avec du sucre à l'intérieur, et cuire et recuire à la façon, par exemple, c'est ça, en fait, là par exemple, là vous me passez, vous n'êtes plus dans l'antioxydant, vous êtes dans le pro-oxydant, parce que vous allez caraméliser. Donc là, vous allez prendre du thé en pensant que c'est bon pour vous, vous allez vous faire du mal. Oui, c'est ça. Donc encore une fois, l'aliment c'est une chose, sa transformation c'est autre chose. Autre chose, effectivement. Oui. Très bien. Je vous remercie infiniment pour toutes ces précisions, toutes ces questions, pour toutes ces réponses. Où est-ce qu'on peut retrouver votre activité? Où est-ce qu'on pourrait vous contacter? Alors, vous avez tout simplement ma page Facebook, donc c'est NutriWellDZ. Donc, j'y parle de nutrition, de tout ce qui va concerner de conseils. Notre objectif à nous, c'est vraiment de vulgariser un peu la nutrition, c'est-à-dire d'expliquer justement de manière très simple la nutrition, et surtout de revenir au régime méditerranéen. C'est un petit peu ma mission de vie, c'est d'expliquer un peu aux gens c'est quoi le régime méditerranéen. Donc c'est facile à trouver, sinon sur les autres réseaux sociaux, voilà, vous pouvez trouver facilement. Très bien, voilà. Merci beaucoup. Merci, chers auditeurs, pour votre attention. Vous pouvez retrouver l'émission sur Facebook, Twitter, Instagram, et aussi sur radio-du6m.net. À la semaine prochaine. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Retrouvez Dr M avec Masservie. Masservie, assurance vie, voyage, santé.